M23. On nous a dit que l'M23 n'existe plus en tant que rébellion. Et aujourd'hui, Fumutoto... Il y a les communiqués conjoints entre M23... Mais pourquoi vous allez refuser au M23 de se transformer en parti politique? Non, je ne peux pas refuser au M23 de se transformer en parti politique parce que ce n'est pas le premier mouvement rebelle de se transformer en parti politique. Mais je refuse qu'on me dise que ce qui s'est passé à Nairobi n'est pas un accord. Donc vous voulez qu'on dise et quoi? que moi, dans le fond, comme dans la forme, je ne suis pas profondément contre cet accord. C'est-à-dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que le fait d'avoir signé un accord avec l'M23 est une preuve que la victoire de FARDC sur l'M23 était aussi négociée. Et cela est vrai. Parce que si l'M23 était vaincu seulement par la puissance ou la montée en puissance de FARDC, la MONUSCO et la communauté internationale n'auraient pas imposé au gouvernement l'obligation de négocier et de signer un accord avec l'M23. Est-ce que c'était imposé, Fumutoto? Mais imposer, les pressions sont aussi des impositions. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on attendait une brigade spéciale pour broyer les forces négatives. Et ces forces négatives, notamment M23, est broyée avant la descente sur le terrain de cette brigade spéciale. Et après, on demande aux vainqueurs et aux vaincus de s'attabler avec des droits et obligations réciproques. Fumutoto, la coalition pour le vrai dialogue considère les déclarations signées par le gouvernement congolais comme la déclaration signée par le gouvernement congolais, celle signée par le M23 et le communiqué final signé conjointement par la CIRGL et la SADC comme étant un acte de haute trahison, surtout pour la déclaration du gouvernement. Est-ce l'avis que vous partagez aussi? Oui et non. Toujours comme c'est un courant de pensée. Donc vous êtes toujours la coalition pour le vrai dialogue, je ne suis pas au centre, nous sommes en troisième position. La coalition pour le vrai dialogue a qualité constitutionnelle et statutaire de donner un avis sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Mais si vous prenez la coalition pour le vrai dialogue, le FAC et le SOVO, la RDC, leur comportement politique c'est aussi une trahison. C'est-à-dire quoi en Fumutoto? Nous sommes en 2011. Nous constatons tous les élections bâclées. Certains animateurs de cette coalition sont allés à la Cour suprême de justice contre ce que tiennent ce que les autres proposent. Pourquoi vous refusez de citer Vital Kamerhe? J'ai dit certains. Et si vous pouvez citer les noms, ce n'est pas un problème parce qu'il n'était pas parti seul. Hein? Pourquoi j'ai dit certains? Il y avait derrière lui Félix Tshisekedi et les autres. Voilà pourquoi j'ai dit certains. Ils sont allés comme pour dire que Tshisekedi n'a pas raison de refuser la légalité de Kabila. Nous sommes allés sans preuve à la Cour suprême de justice. C'est pour affirmer que Kabila a légalement gagné les élections. Deuxième chose, les élections bâclées. On va leur dire de ne pas entrer aux institutions et ils vont dire que Tshisekedi ne sont pas dans la même logique que toi. Nous entrons aux institutions. Nous allons avec la CENI. Pendant que nous étions en train de contester la composition actuelle de la CENI, et ils ont dit que la CENI est bien composée. Ils sont entrés là-bas. Nous sommes allés aux concertations après le conclave de l'opposition. Et ils ont dit que nous ne pouvons pas aller à ces concertations-là parce que nous devenons la nouvelle majorité de M. Kabila. Qui vous visez? Attendez. Est-ce que vous pouvez dire? Je ne vise personne, j'analyse les Congolais. Justement pour plus de précision, mais pour beaucoup de précision. Oui. Nous sommes allés en concertation. Nous avons dit qu'on ne peut pas réviser l'article 220. M. Kabila est passé pour dire, lors de la fermeture des concertations, qu'on ne peut pas toucher à la Constitution. N'est-ce pas? Nous sommes convenus qu'en 2016, Joseph Kabila a terminé son mandat. Et après, ils ont fait, sauvant la RDC. Et parmi les préoccupations, les objectifs disent quoi? Il faut amener Kabila à quitter le pouvoir en 2016. Ça veut dire qu'il est légal, il doit terminer le mandat. Donc ils reconnaissent la légalité. Ils reconnaissent la légalité et la légitimité du pouvoir de Kabila jusqu'en 2016. Alors de quoi nous discutons encore? Vous ne voyez pas que ces gens, en mon sens, sont des vrais agents de la majorité présidentielle? Pourquoi cela? Mais parce que nous avons dit que les élections n'étaient pas bien passées et que le président de la République a convoqué les concertations et nous avons dit que nous devons dégager maintenant une gestion consensuelle. Et ils ont diabolisé ça. Mais maintenant, en disant que Kabila doit terminer le mandat en 2016, ce n'est pas la légitimité qu'ils reconnaissent.
Mais alors, ils rejettent la déclaration de Nairobi. Mais non, ils n'ont plus qualité de rejeter cette déclaration parce qu'ils considèrent le régime légitime. Et le régime pose des actes légitimes reconnus par eux. Ils n'ont plus le droit de se dérober. Mais alors, que dites-vous? En plus de ça, ils demandent le vrai dialogue. Mais ils ne nous disent pas le faux dialogue a été tenu où? Parce que nous, on était en concertation, on n'était pas en dialogue. Maintenant, vrai dialogue par rapport à quel faux dialogue? Deuxième question. Mais le vrai dialogue là, ça sera avec qui? Nous avons débattu avec Kabila et la majorité. Et ils cherchent le vrai dialogue pour débattre avec qui? Et si terminant de débattre avec M. Kabila, à la fin ou à l'issue de ce dialogue, ils vont convenir sur quoi? Parce qu'ils ont déjà dit que lui peut rester jusqu'en 2016. La seule contradiction, c'est que nous disons qu'on peut commencer par les élections locales et ils disent qu'il faut commencer par les élections provinciales. Maintenant, où est le fondement de leur thèse? On ne comprend pas. Fumutoto, pourquoi vous refusez cette rencontre réclamée par la coalition pour le vrai dialogue? Une rencontre au sommet entre le président Kabila, Etienne Tshisekedi et Vital Kamerhe. Non, moi je ne dis pas que je refuse. Nous posons la question, qui doit convoquer ce dialogue? Et ils répondent en disant c'est la communauté internationale. Mais au lieu que cette communauté internationale convoque ce dialogue, nous voyons seulement, plutôt celle-ci accompagner les concertations, les accords de Nairobi et consorts. Ce qui fait que s'il n'y a que la communauté internationale qui peut convoquer ce dialogue, et donc la première fausseté revient à la communauté internationale qui ne convoque pas encore ce dialogue. Alors que nous pensons qu'il n'y a que Kabila qui peut convoquer le dialogue entre les Congolais. Et voilà pourquoi nous avons accepté d'aller dans ce dialogue-là, appelé concertation nationale. Mais ils attendent que ce ne soit pas Kabila qui convoque ce dialogue, mais que c'est lui qui a qualité de convoquer ce dialogue le fasse aussitôt pour leur donner raison. Seulement, quand vous lisez les contenus de la résolution 2098 des Nations Unies et les contenus de l'accord cadre d'Addis Abeba, je n'ai jamais vu là où c'est dit expressement que c'est le Conseil de sécurité ou la communauté internationale qui devait convoquer et présider le dialogue entre les Congolais. Et si cette paragraphe ou cet article-là pouvait exister, alors pourquoi pendant tout ce temps la communauté internationale ne le fait pas? À qui la faute? C'est cette opposition. Fumutoto, partagez-vous l'assertion selon laquelle, à travers la déclaration de Nairobi, le pays a été vendu? Non, je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse. Peut-être qu'il y a d'autres documents que moi je n'ai pas encore visités. En partie, je peux donner raison à ces gens-là. Mais par rapport à ce que j'ai dit, j'ai vu, il y a plutôt le gouvernement qui nous a trompés, qui ne nous a pas dit la vérité, en disant qu'il ne va pas signer un accord, alors qu'en réalité, il a signé un accord. Mais nous disons que si le gouvernement ne signait pas cet accord, et que l'M23 devait continuer à travailler sur le terrain, et que les Congolais devaient continuer à mourir, parce que nous, opposition, nous n'avons pas les moyens de mettre fin à cette guerre. Nous disons que les mauvais arrangements là nous sécurisent pour autant que les deux Congolais qui devaient mourir pendant le temps de la guerre, la continuité de la guerre, ne meurent plus maintenant. Et cette fois encore, on peut nous aider maintenant à nous organiser pour revoir les choses en faveur du pays. Alors, moi je pense plutôt que le gouvernement doit prendre le courage et que tous les Congolais doivent prendre le courage. Parce qu'on ne veut pas vraiment traiter les vrais problèmes de l'Est. Quel est le vrai problème de l'Est? Nous avons vu Mobutu entrer par un coup d'État et sortir par la poche de l'Est. Nous avons vu Mouzé entrer par la poche de l'Est et sortir aussi par la poche de l'Est, par une rébellion. Nous avons vu l'AFDEL et Joseph Kabila avec Mouzé à cette époque soutenir, et nous voyons maintenant Joseph Kabila combattu par la même poche. Mais regardez, nous allons avec AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Nous terminons avec l'AFDEL. Il y a les institutions ici. L'AFDEL, c'est Mouzé qui devient le chef de l'État. Quelques minutes, je crois, le 2 août 1998, il y a l'apparition de RC2, N, RCD, SI, RCT, K, RCT, ou X, Y, vous connaissez qu'il y a eu beaucoup de RCD. Pendant que l'AFDEL gère, il y a une dissidence, c'est les anciens de l'AFDEL qui forment leur CD. Et pendant que le CD devient parti politique gérant ici, c'est-à-dire mouvement rebelle transformé en parti politique RCD, N, RCD, K, RCD, T, ils vont gérer ici dans le gouvernement M+4. Un peu rapidement. Après, nous voyons maintenant le CNDP, une dissidence issue de RC2.
Et lorsque le CNDP, en 2007-2009, avec les mêmes types d'accords, devient un parti politique, nous voyons le 11-23 sortir, autres personnes pour réclamer les accords signés entre le gouvernement et le M23. Mais nous n'avons jamais vu le gouvernement dire, mais ces accords de 2009, je les avais signés avec le CNDP et nous avec vous M23. Et le CNDP étant déjà devenu parti politique membre de la majorité, je ne peux pas vous concéder la possibilité de poursuivre les revendications de CNDP parce que vous êtes notre mouvement, vous n'êtes pas le CNDP. Le gouvernement n'a accepté d'évaluer les accords avec M23, les accords signés avec le CNDP, à pouvoir suffisance que le 23, c'est la continuité du CNDP, RCD, AFDER. Quelle serait la solution, Fumutoto? La solution, la troisième voie. Un représentant des États-Unis est passé sur RFI il y a 2 semaines. Il a répété autrement, ou il a dit autrement, c'est que Sarkozy avait dit lorsqu'il était venu ici. Il a dit quoi? Les Congolais doivent, Sarkozy, doivent accepter de partager les espaces de l'Est avec le Rwandais. Et le responsable des États-Unis l'a passé sur RFI il y a 2 semaines. Il a dit quoi? La paix en Afrique passe par la révision des frontières. Et c'est l'assertion que vous partagez, vous? Non, moi je ne parle pas, je ne favorise pas la thèse de la révision des frontières parce que, en fait, nous les Africains, nous sommes dans un même espace continental. D'ailleurs, entre nous, il n'y a pas de frontières. Je prends les Papendé à Kamako de la RDC et les Bapendé de l'Angola. Je prends les Balouba de la RDC et les Balouba de l'Angola. Je prends les Mongos de la RDC et les Mongos de Brazzaville. Est-ce qu'il y a des frontières entre nous? Nous n'avons pas de point de frontières, mais nous avons comme sérieux qu'il faut prendre tout le courage pour les résoudre. Les problèmes des mouvements de paix dans les frontières. Et les problèmes démographiques dans les pays voisins. Moi, si j'étais le chef de l'État, je prendrais tout mon courage pour aborder la question entre le Congo et le Rwanda. Je vais savoir quel est le point de vue de la troisième voie concernant le problème de l'Est. Vous avez restitué tout ce que ces organisations internationales avaient raconté à travers leurs représentants, mais aujourd'hui la troisième voie. Est-ce que, je prends un cas par exemple, le M23 qui se transforme en parti politique, n'est-ce pas là l'une des garanties pour la paix dans l'Est de la RDC? Messieurs les journalistes, comment naît un parti politique? Un parti politique est né d'une idéologie ou d'un courant de pensée culturelle. D'abord le socialisme, après les partis socialistes. D'abord le libéralisme, ensuite les partis libéralistes. Il y a les démocrates et les républicains. Est-ce que si vraiment nous devons être sincères avec nous-mêmes, est-ce qu'au Congo nous avons même des partis politiques? Donc vous n'êtes pas, vous êtes un courant de pensée? Non, parce que vous voyez, quand vous prenez le point de vue des démocrates et des républicains aux États-Unis, ça définit la majorité américaine à 80%. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des partis que vous pouvez prendre pour définir le peuple congolais? Même si vous prenez le PPRD plus l'UDPS, ça ne définit pas le peuple congolais. C'est pour vous dire quoi? Quel est le vrai problème à l'est du pays, messieurs les journalistes? Est-ce que nous, le peuple congolais, nous sommes contre les étrangers? Non. Est-ce que on dit que nous sommes un peuple hospitalier? Si on nous dit que le Rwanda a un problème d'espace et que dans 20 ans, le Rwanda aura souci de venir ou de chercher des espaces. Mais nous pouvons nous regarder en face en disant, les Congolais sont hospitaliers, ils ne peuvent pas refuser que les Rwandais viennent chez eux. Alors il faut maintenant, pour éviter la suspicion et la méfiance, il faut un état de droit pour protéger ceux qui reçoivent les autres et ceux qui ont... Est-ce que cela est prévu par des mécanismes internationaux? Mais non, on ne veut pas aborder les vrais problèmes. C'est pourquoi je vous dis qu'on a toujours tenté de résoudre les problèmes. Vous savez qu'il y a quelques minutes passées, donc je crois avant-hier, les experts de la MONUSCO auraient dit que malgré que nous pensons que l'M23 est dissous, le Rwanda est en train encore d'entretenir d'autres mouvements rebelles contre le Congo. Et c'est paru dans vos journaux. Ça veut dire que le vrai problème n'est pas encore traité. Et moi, je voudrais qu'au lieu de faire des simulacres, que nous puissions prendre le courage d'aborder les vrais problèmes à l'est du pays. Quel est le cadre approprié pour aborder ce problème, tel que vous le proposez? Mais c'est d'abord connaître les vrais problèmes à l'est du pays. Il y a un problème d'espace au Rwanda. Ça, nous devons le savoir. Est-ce que c'est l'affaire des Congolais? Il y a eu un problème dans les négociations entre le Rwanda et l'AFDEL.
Ce sont des problèmes-là qu'il faut traiter et chercher à les résoudre. Sinon, on va mieux l'M23 à un parti politique et il y aura une nouvelle rébellion à l'Est toujours. Et nous irons toujours signer des accords. Fumutoto, je rappelle que vous avez participé aux concertations nationales. Aujourd'hui, au nom de la cohésion nationale, est-ce que le M23 ne peut pas intégrer le gouvernement qui cristallise ce que vous avez fait aux concertations? Mais c'est pourquoi moi je dis qu'on ne peut pas empêcher le M23, s'il est constitué essentiellement des Congolais, d'intégrer la dynamique des concertations nationales. Ça fait partie des recommandations, des résolutions et recommandations des concertations nationales. Mais moi je vous dis que la transformation du M23 en parti politique et l'intégration de ces acteurs au gouvernement de cohésion nationale ne résout pas les problèmes. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on transforme un parti politique en un mouvement rebelle. Et ce n'est pas la première fois que ce parti puisse encore formater une nouvelle rébellion. Tous ceux qui sont acteurs dans cette rébellion-là étaient déjà des ministres ici, généralement. Ou soit leurs alliés. Mais pourquoi aujourd'hui ils sont encore partis faire? D'abord, il faut savoir que ce n'est pas l'arme qui fait la guerre, c'est la pensée. Et que s'il n'y a pas de désarmement au niveau de la pensée ou de l'esprit, on ne peut pas quitter la pensée de la guerre. Combien de psychologues, combien de philosophes nous avons utilisés pour désarmer les gens? Est-ce qu'au Congo, nous connaissons même la place des philosophes et des psychologues lorsque nous voulons parler de mobilisation, des armements? Moi, je vous assure, chers compatriotes congolais, si on ne veut pas traiter... Tu sais que nous sommes dans un pays où on a toujours évité les débats nationaux au sens profond du terme. Le débat citoyen est toujours récupéré par les positionnements politiques. Nous avons demandé aux concertations nationales que ces rebelles viennent à Kinshasa et qu'ensemble nous puissions en découdre. Le gouvernement a préféré continuer le débat à Kampala. Parce qu'on ne comprend pas le transformement de Kampala à Nairobi. Qui peut nous expliquer pourquoi on n'a pas signé cet accord ou cette déclaration finale à Kampala? On est allé signer ça à Nairobi. Et lorsqu'on dit qu'on va évaluer et voir les modalités d'exécution des accords signés en 2009 avec qui? Entre le gouvernement et le CNDP. Là, le 23 signifie le CNDP. Mais est-ce que le CNDP n'a pas été transformé en parti politique membre de la majorité présidentielle? Est-ce qu'on a résolu le problème? Si aujourd'hui on veut nous dire que non, on va intégrer le M23, nous n'allons pas refuser parce que nous avons souci de la cohésion. Mais parce qu'on ne le fera pas sincèrement, on n'aura pas résolu un problème. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, les gens... La question à laquelle je ne répondrai pas. Merci, j'ai réfléchi. Aujourd'hui, nous transformons le CNDP M23 à un parti. En résumé, parce que nous tentons de notre interview. Ceux qui avaient tué les Congolais à l'est du pays, connus de ces Congolais-là, je cite Makenga, bien que vous avez dit qu'il est dans une exception, Bissimwe consort, ils viennent ici, deviennent des ministres des ADG, ce n'est pas un problème au nom de la cohésion nationale. Maintenant, lors des élections locales, la population va voir ces gens-là en train de battre campagne pour leur demander les votes. Alors, quel sera le comportement de ces citoyens qui a vu ses parents mourir par ce monsieur-là, et il n'y a même pas 2 ans, le même monsieur revient pour lui demander les droits de vote? Est-ce que le ressentiment que ces citoyens qui doivent voter aura, nous allons le représenter? Non. Moi, je crois qu'il est temps d'établir sincèrement et franchement sur les questions intéressantes sur l'avenir de notre pays. La dernière question par rapport à ces sujets, parce que nous allons aborder le dernier sujet ce soir, c'est l'adoption par le gouvernement de la RDC. Vous avez suivi sur la radio française que le gouvernement de la RDC a adopté déjà le projet de loi sur l'amnistie à présenter au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Quel serait votre point de vue par rapport à cette question? Un peu brièvement. Monsieur le journaliste, c'est encore là un problème. L'adoption ou l'acceptation des crédits provisoires par le Parlement se conforme à la Constitution. Mais le problème, c'est que la session de septembre... Ma question, c'est sur le projet de loi d'amnistie. On va arriver sur la session de septembre. Je rappelle que la radio française a confirmé que le gouvernement est déjà prêt avec ce projet. Et ça fait partie des accords, enfin, des engagements du gouvernement contenus dans la déclaration de Nairobi. Et le gouvernement va bientôt présenter justement ce projet de loi d'amnistie au Parlement. Le point de vue de la troisième voie, brièvement. Merci, monsieur le journaliste. Si je voulais aller par le budget, c'est pour revenir sur l'espace de temps. Nous avons dit que
le chef de l'État doit prendre l'ordonnance pour gracier les gens et que le Parlement doit faire une loi pour amnistier les autres en fait de souder le climat de cohésion nationale. Mais, messieurs les journalistes, il était convenu que c'est le gouvernement qui doit proposer cette loi-là. Ok, qui doit donner le projet de loi-là. Alors, si aujourd'hui le gouvernement a terminé son travail et que le Parlement doit faire les siens, ça sera quand? Dans la même session extraordinaire qui est chargée de débattre la question du budget, qu'on va insérer cette question, ou bien on va débattre cette question après la rentrée parlementaire du 15 mars. Merci, et merci. Ma dernière question, la dernière question et la dernière matière à traiter dans cette émission. Vous le savez, mesdames et messieurs, le Parlement congolais a clôturé sa session ordinaire de septembre, une session voulue essentiellement budgétaire, mais l'Assemblée nationale a évoqué le dépôt tardif par le gouvernement de ce projet de loi, ce qui n'a pas permis aux élus du peuple de traiter de cette question. Quel est, brièvement, encore une fois, le point de vue de la troisième voie sur cette question? Vous le savez d'ailleurs, j'enchaîne en disant que vous savez que le gouvernement a octroyé, a adopté le projet de loi octroyant le crédit budgétaire. Le Parlement a ordonné justement adopter cette loi pour que le gouvernement obtienne de crédit budgétaire allant du 1er au 30 janvier 2014. En ce qui concerne la loi des finances qu'on appelle souvent le budget, naturellement le Parlement doit avoir 60 jours, c'est-à-dire 40 jours de débat au niveau de la Chambre basse, plus qu'à 20 jours de débat au niveau de la Chambre haute. Maintenant que le Parlement a accepté l'inacceptable, si je peux le dire, le crédit provisoire va prendre fin le 30 janvier. Et si, d'ici le 30 janvier, parce que la session extraordinaire, à mon sens, n'aura pas tout le temps de bien débattre la question du budget, quelle sera la situation du pays après le 1er février? Quelle est la solution? Quel est le point de vue de la troisième voie? La solution, c'est que si c'est le gouvernement Matata qui continue, c'est à ce gouvernement d'intégrer dans ce budget, dans son programme, les recommandations de concertation et dans ce budget, les charges de ces recommandations-là. Mais si c'est un nouveau gouvernement qui vient, ce nouveau gouvernement doit au préalable présenter son programme au Parlement. Ça sera quand? Parce que jusqu'à la fin du mois de janvier, le Parlement sera toujours en vacances. Quand est-ce que ce gouvernement aura le temps de présenter son programme et de traduire son budget et d'être débattu pour que le pays soit géré dans les normes? Nous allons encore arriver le 1er février 2014. Le crédit provisoire est terminé. Le nouveau gouvernement n'a pas encore présenté son programme parce que même si c'est Matata qui continue, il doit présenter un ajustement sur le programme parce que le président de la République a dit lors de son discours au Congrès que le gouvernement de cohésion nationale doit enrichir les programmes économiques en cours. Or, enrichir les programmes économiques en cours veut dire ajouter d'autres activités à exécuter dans les 5 ans. Or, si vous ajoutez les activités dans les programmes, vous ajustez exactement, immédiatement, les budgets. Or, le budget que nous avons là n'a pas intégré les recommandations de concertation nationale telles qu'entendues par les délégués aux concertations. À mon sens, nous sommes en train d'être bloqués possiblement, et je me pose la question, pourquoi le chef de l'État veut sortir des règles pour entrer dans les exceptions? Mais comment ça se fait? Si ce sont des questions simples, c'est le cabinet chef de l'État qui écrit une lettre et autorise le fonctionnement. Merci. Mais comme la question du budget est essentiellement une question liée à la souveraineté de l'État, à la fin du mois de janvier, si on n'aura pas terminé tous les antécédents, ce sera le chef de l'État qui va autoriser le gouvernement de la banque et le gouvernement de collecter les recettes et de gérer le pays. Mais ce n'est pas bon cette façon de faire les choses. Fumutoto, nous terminons par là. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au cours de cette interview spéciale. Nous espérons vous retrouver très prochainement encore pour débattre des questions d'actualité. Mesdames, Messieurs, l'interview de ce soir a parlé des questions d'actualité. Fumutoto que nous recevions est donc
le géniteur de la troisième voie, il est également le porte-parole de la dynamique de l'opposition non institutionnelle, encore une fois. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement sur la même chaîne. Au revoir.